comté de Nice est une réalité historique vivante. On commémore en 2010 les 150 ans de son union à la France, mais que représente-t-il aujourd'hui dans la mémoire collective, lui qui était une des composantes majeures du royaume de Sardaigne avec le Piémont et la Savoie? Quelle conscience de ce territoire nos contemporains ont-ils? Héritage des siècles passés, quelques noms émergent dans les souvenirs. La reine Jeanne à Rocca-Sparvière, Catherine Ségurane repoussant les Turcs avec sa massole, Masséna, l'enfant chéri de la victoire, les Barbets, insoumis et pourchassés dans les montagnes et dans la vallée du Paillon, Garibaldi, le héros de l'unité italienne. Ces personnages et bien d'autres méritent évidemment leur place dans l'histoire du comté, sans grands moyens techniques et financiers, mais avec la ferveur de ceux qui aiment leur pays. Les membres de la Fédération des associations du comté de Nice et de l'Institut d'études niçoises vous proposent ainsi de découvrir, ou de mieux comprendre, le comté, un espace d'excellence en Europe. Aucun territoire en Europe ne possède une histoire aussi riche que le comté. De Terre-à-Mat au Bégo, en passant par le Lazaret, le comté a un patrimoine préhistorique unique. J'en voudrais pour preuve que Terre-à-Mat a, par exemple, pendant très longtemps, jusqu'à il y a encore 2 ans, a été le premier foyer au monde connu, puisqu'il a été âgé de 400 000 ans. Donc ce domaine préhistorique est vraiment une des particularités aussi de notre comté. La période antique lui a donné aussi une spécificité en créant la province des Alpes Maritimes. Un millénaire et demi avant la naissance du comté, ce territoire a déjà une existence particulière. Les Romains lui ont donné une cohésion en créant la province des Alpes Maritimes avec Cemenelum pour capitale. Jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les populations indigènes ligures survivaient surtout autour des Castellaras, enclos d'une densité, là encore, exceptionnelle, sur les bords de la Méditerranée, grâce à l'élevage des moutons et des chèvres, et avaient peu de contact avec les peuples de la mer, avec lesquels ils pratiquaient quelques échanges. L'héritage hellénique des différents comptoirs, comme celui de Nicaïa, Nice, est masqué par l'arrivée des troupes conquérantes romaines dès le 1er siècle. La Turbie marque la frontière majeure sur la route vers la péninsule ibérique. Sur le monument, érigé à la gloire de l'empereur Auguste, est gravée cette fière inscription, révélatrice de l'organisation des nouveaux territoires. Jusqu'ici l'Italie, à partir d'ici la Gaule. L'épanouissement d'une civilisation matérielle très perfectionnée en ce qui concerne les habitations et l'organisation des relations sociales se traduit par la création de la ville de Cemenelum, c'est-à-dire Cimiez, promue capitale de la province des Alpes-Maritimes. Cet événement est responsable de la première prise de conscience d'une réalité historique et politique, la notion d'Alpes-Maritimes perdurant pendant des siècles jusqu'à la période contemporaine. Une autre époque commence, mais les axes de circulation et les lieux d'habitat sont progressivement fixés pour de nombreux siècles. Le déclin du système politico-romain, la fin des corvées serviles imposées au paysanat, détermine un repli des populations en petites communautés sur un territoire toujours difficile à mettre en valeur. Au cours de cette période, apparaissent les premières phases de la christianisation du 5e au 10e siècle. Le comté traverse une période très obscure pour la compréhension de son histoire, car les documents sont très rares. En 1032, la Provence entre dans la mouvance du Saint-Empire romain germanique. Puis, en 1125,
tombe sous la domination des comtes de Barcelone. Par le jeu des mariages, la Provence est ainsi sous la coupe des comtes de Barcelone, 1112, qui ouvre la période catalane jusqu'en 1245. Au XIe siècle, la plupart des communautés villageoises vivent en autarcie et sont même plus nombreuses que de nos jours. Braus, Hongran, Rocasparvière sont des villages disparus. Au cours de cette période, la vie religieuse domine la vie seigneuriale, le rôle des évêques étant plus important que celui des modestes seigneurs féodaux. L'abbaye de Saint-Pons est commencée en 788. En 1049 est édifiée la cathédrale Sainte-Marie au château à Nice. En 1144, Nice obtient le droit de créer une commune consulaire 50 ans avant Marseille. Avec Béatrix de Provence, qui épouse Charles d'Anjou en 1246, qui devient comte de Provence puis roi de Naples, s'ouvre la période dite angevine. En 1258, Charles s'empare du cap des terres de Provence et intègre ainsi le futur comté niçois dans la Provence. Au XIIe et XIIIe siècle, les Génois, les familles des Doria, Grimaldi, Lascaris étant les plus connues, s'implantent en Ligurie et à Monaco, et le comté de Vintimille est partiellement intégré à la Provence en 1258. Nice et Peille obtiennent un consulat au XIIe siècle. Villefranche est créée par Charles III en 1295 avec un arsenal. En cette fin du XIVe siècle, dans un environnement politique, la ville dépend de la maison des Angevins et cette maison-là a de grosses préoccupations, notamment presque au niveau européen, qui l'éloigne de Nice. Nice n'est plus un centre qui intéresse et les problèmes niçois sont un peu laissés de côté. Ce sentiment, les Niçois en éprouvent une amertume. Ils pensent qu'en cas de conflit, ils ne seront pas défendus par les seigneurs d'Anjou. Ils essaient donc de se rapprocher, et ils y arriveront, d'une autre maison qui pour eux représente plus de sécurité, c'est la maison de Savoie. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui règne sur un territoire montagneux, peut-être aussi plus proche d'eux et de leurs préoccupations, et on va donc assister, en 1388, à un phénomène qui restera dans l'histoire sous le nom de dédition. Alors, ce n'est pas une annexion, ce n'est pas une restitution, c'est une dédition. C'est-à-dire que les responsables, les syndics niçois décident de se placer eux-mêmes sous l'autorité de la maison de Savoie. Et on a donc ce phénomène d'adhésion volontaire à une maison. Bien sûr, il y a eu des influences, des comtes de Beuil par exemple, qui ont poussé les Niçois à prendre cette décision, mais commence donc en 1388 une histoire de liaison, de collaboration avec la maison de Chambéry, qui ensuite deviendra la maison de Turin, et qui va durer 5 siècles. Alors, au début du XVe siècle, les comtes savoyards s'emparent du Val d'Aoste, du Piémont, ce qui leur donne désormais la possession d'une partie de la riche plaine du Pô. Désormais, 3 villes tiennent un rôle essentiel dans l'histoire de cet État tricéphale, de plus en plus puissant: Chambéry, Turin et Nice. Les terres du comté sont désormais essentielles dans l'État piémontais car elles assurent une ouverture sur la Méditerranée. Le désir de la maison de Savoie de profiter d'un port pour attirer le commerce méditerranéen indispensable à l'approvisionnement en blé et surtout en sel provençal se traduit par la volonté de développer une place forte à Nice, capable de protéger un site portuaire encore médiocre. L'édification de la citadelle du château est entreprise et le Castello di Nizza passera bientôt pour une citadelle imprenable.
La route du sel qui emprunte divers itinéraires devient l'axe majeur de l'économie du comté. Le paillon jouant le rôle principal pour permettre d'accéder aux différents cols. Lucéram est le point de rencontre de ces voies qui arrivent de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée et du Haut-Var par des chemins muletiers et des cols difficilement franchis en hiver. Briga, Sospel, Guillaume, Saint-Sauveur sont des relais enrichis par le passage des convois et les péages qui sont prélevés. Le XVe siècle est une période importante dans l'histoire du comté. On constate l'affirmation de la langue niçoise et l'éclosion d'un art religieux. Ces deux domaines constituent une spécificité niçoise. Certes, l'architecture ancienne est conservée depuis la période romane. Les conflits des XIIIe, XIVe siècles n'ont pas provoqué de destruction notable, comme dans d'autres régions du royaume de France voisin qui se constituent alors. L'identité du comté est en gestation au XVe siècle. La langue, dans ses nuances, l'économie et les sciences, l'art, essentiellement religieux, les comportements sociaux, importance de l'Église, confrérie religieuse et vie civique. Comment comprendre l'origine de notre parler, de notre dialecte, de notre patois, de notre langue, Kadun, la Swana Kumavok, chacun l'appelle comme il veut, mais c'est important de comprendre comment elle s'est formée. L'expansion romaine, donc au 1er siècle ici, à Nice, a favorisé donc bien sûr l'expansion du latin. À la fin de l'Empire romain, bien sûr, diverses langues vont être constituées. Donc on a l'émergence de diverses langues qu'on appellera néo-latines ou romanes. Nous faisons partie évidemment de cet ensemble de langues d'oc, dont les premières traces écrites datent à peu près du Xe siècle, XIe siècle à Nice à peu près. Avec le XIIe et XIIIe siècle, la langue d'oc devient un mouvement littéraire et poétique. Bon, dans la région, on a un certain nombre de troubadours connus et également des écrivains comme par exemple Raymond Ferraud, qui a écrit une très longue épopée. Et donc l'usage de la langue est un usage littéraire et poétique, c'est-à-dire que petit à petit, donc la langue est influencée un petit peu par l'italien, par le français. N'oublions pas que depuis 1388, nous sommes rattachés aux États de Savoie. Alors la langue des États de Savoie devient l'italien seulement officiellement, seulement à la fin, dans la deuxième partie du XVIe siècle. Mais petit à petit, donc, le niçois est influencé, bien sûr, à la fois par l'italien, mais aussi par le piémontais, par le français. Donc, à partir de 1860, on peut dire que le passage au français se fait de façon obligatoire par l'école de la Troisième République. Donc, tous les élèves sont obligés, les enfants sont obligés d'apprendre le français à l'école. On leur interdit de parler leur dialecte à l'école, que ce soit dans les montagnes ou que ce soit dans la ville de Nice. Donc à partir de là, on peut dire que la francisation est effective petit à petit. Bon, le niçois reste encore une langue vivante, je dirais, dans les couches populaires, mais peu à peu, elle est dévalorisée. La langue d'oc est utilisée dans de nombreux textes écrits, des textes administratifs à partir du XIe siècle. Par exemple, dans les statuts de la confrérie des pénitents noirs en 1492, par exemple. Il y a également Frances Pelous qui écrit donc Le Compendium de la Bacco, qui est un des premiers livres imprimés d'ailleurs à Turin en niçois. Puis Fulconis avec la fameuse cisterne à Fulcronique, de Pelous, donc en passant par Fulconis et même l'historien Badat, donc la langue d'oc est utilisée pour transcrire des informations, des textes administratifs. C'est l'édit de Turin en 1561
qui impose l'italien comme langue officielle, de même que l'édit de Villers-Cotterêts en 1539 pour la France a imposé le français comme langue officielle. À partir du XVIe siècle, donc la langue d'oc perd un petit peu de son prestige puisqu'elle est remplacée par des langues dites nationales. Et petit à petit, donc, la langue à l'écrit va perdre un petit peu de sa norme. La langue va évoluer d'une région à l'autre de façon distincte et écrit en niçois, mais avec une graphie italianisante qui restera jusqu'au début du XXe siècle. Alors, que parle-t-on actuellement dans le comté de Nice? Eh bien, vous allez me dire, le niçois. Alors, le niçois, bien sûr, c'est le niçois de la ville de Nice, c'est le niçois côtier, mais qui n'est pas le seul dialecte, je dirais, de tout le comté, puisque, voilà, bon, la langue d'oc n'a pas une académie comme la langue française, donc il existe plusieurs formes de langue d'oc, c'est une langue polymorphe, et c'est aussi une richesse extraordinaire que d'avoir une langue polymorphe, c'est-à-dire que, en fait, si l'on monte vers la montagne, on peut retrouver des formes qui se rapprochent davantage de la langue du Moyen-Âge. En fait, on peut établir une espèce de degré entre le conservatisme et l'évolution de la langue, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en partant des sommets jusqu'à la porte de la mer, quoi. On sait que pour des raisons historiques, le nissart ne peut absolument pas être confondu avec le provençal. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est de ma prise de conscience à la fois de la diversité et de la complexité des parlers de la Cuntea de Nice. Cela a commencé à l'adolescence. À cette époque, je ne faisais bien sûr pas d'analyse linguistique, j'ignorais même l'existence, mais j'étais sensible aux réactions de mon père, qui était natif de la vallée de la Vésubie. Et mon père s'amusait de ce qu'on appelait l'accent des gens de la vallée. Pas seulement de l'accent, aussi de particularités d'ordre grammatical. Par exemple, du fait que, au cours du Tel, c'est-à-dire en fait à 5 km de Saint-Jean-la-Rivière, les gens ne disaient pas l'Oucros ou la Frème, mais ils disaient Soucros et Safrème. Il était étonné aussi de l'intonation des gens de Saint-Martin-Vésubie et de Pelasque et de Lantosque. Lantosque qui était à 9 km, qui est à 9 km de Saint-Jean-la-Rivière. Et que dire des parlers des vallées de la Tinée ou du Science, par exemple à Rigaud ou à Pirlas, où nous avions des parents. Mais moi-même, j'avais mes propres réactions, conditionnées évidemment en grande partie par celles de mon père. Que les Provençaux disent Mireio me semblait un peu bizarre, mais que dans la vallée de la Vésubie, je puisse entendre des féminins en haut ou des marques de conjugaison en haut, m'était vraiment insupportable. Quant au nissart, il me paraissait vulgaire pour des raisons, là encore, d'intonation. Par exemple, j'étais surpris d'entendre des Niçois dire « Iufinda » ou encore « Est-ce pas vengut un cueil ?» N'est-ce pas? Alors, parvenu au terme de ma carrière universitaire, j'ai voulu mettre un peu de l'ordre dans mes idées et je me suis aperçu qu'il y avait des constantes, qu'il y avait des règles et qu'il y avait donc des grammaires. Je ne vais pas faire le tour de la grammaire, bien entendu, mais je vais citer 3 ou 4 particularités qui sont d'ailleurs bien connues. Sur le plan de la phonétique, on note en nissart une absence de diphtongaison
là où le gavotte pratique la diphtongaison. Par exemple, le Nissart dit la puade à la valade, alors que le gavotte dit la puao, la valao. Par ailleurs, sur le plan grammatical, le gavotte marque très nettement, par un R prononcé, l'infinitif. Exemple, on peut entendre savourer, parler à quel langage, alors que l'Unisart dirait sabipa, parla à quel langage. On note aussi qu'il y a un marquage très net, non seulement comme en Nissart du pluriel des articles, lou devenant lu et la devenant li, mais un marquage systématique du pluriel des substantifs. Ainsi, on peut entendre dans les vallées du science leis, chabros, ce qui, pour un Nissart, peut paraître un peu bizarre. Et enfin, une autre particularité, concernant la conjugaison, eh bien, on va noter là encore un O, là où le Nissart met un I, par exemple sabu, sabi, ou un A, en avant, ils allaient, en avant, ils allaient, mais en gavotte. Bref, on voit que les parlers de la région niçoise offrent une multiplicité, la possibilité d'une multiplicité d'analyses, ce qui confirme bien, s'il fallait en avoir la preuve, que le linguistique fait partie intégrante du patrimoine et de l'identité du pays niçois. En 1555, un autre natif du pays niçois, Fulconis, Jean-François, qui est né à Lié-Isola, c'est-à-dire notre Isola actuel, fait paraître lui aussi un ouvrage de mathématiques commerciales qu'il baptise la cisterne, Fulchronica. Alors, cisterne, c'est dans le sens de recueil de tout ce qui concerne les lois mathématiques appliquées aux échanges commerciaux, et Fulchronica, un petit clin d'œil pour son nom. Alors c'est un ouvrage lui aussi civil. Alors entre son début qu'il écrit en niçois lui aussi et la fin écrite en niçois, il place 350 exercices, 350 petits problèmes dont le but est de faciliter les échanges commerciaux et la résolution des problèmes posés par les paiements, les quantités, etc. Mais au-delà de ça, et au travers des exercices, il essaie de donner aux lecteurs niçois, et j'insiste, en langue niçoise, il essaie de leur donner les bases mathématiques concernant les 4 opérations, bien sûr, et il faut se replacer en ce début du XVIe siècle où le système décimal n'existe pas encore. Donc imaginons ce que ça peut donner au point de vue difficulté. Donc ces règles des 4 opérations, plus des règles plus difficiles, notamment les règles de fausse position qui se rapportent à ce qu'actuellement on pourrait appeler la résolution des équations. Il complète avec des informations sur l'astronomie et il complète avec quelques informations sur la géométrie pratique. Mais je dis bien pratique, il n'y a pas d'études géométriques. Alors ces exercices sont intéressants à double titre, et même à triple titre, puisque d'abord c'est de la langue niçoise, ensuite il y a un fond mathématique qui est très intéressant, et ensuite il nous dépeigne la vie économique du comté de Nice. C'est un ouvrage qui est intéressant, c'est un petit ouvrage, et qui, dans son début, montre que Fulconis a été en contact par livre
interposé, je suppose, avec tous les mathématiciens qui l'ont précédé. Italiens, florentins, Luca Pacioli, les mathématiciens arabes, Al-Khwarizmi, etc. Donc, c'est vraiment un ouvrage pour lequel il y a 2, 3 même entrées. L'entrée mathématique, mais il y a aussi l'entrée culturelle, scientifique, et puis l'entrée économique. Alors, un chapitre important du livre de Fulconis se rapporte au changement de monnaie, les unités de monnaie, les unités de poids, à une époque où on ne possède pas encore le système décimal. Je vais vous donner un exemple. Per faire liuras de pes de una quantità de unça, altre non faut que partir dicta quantità de unce per 12, car 12 onces sont una livre. Ce qui signifie, à transformer en livre de poids une quantité d'onces, il suffit de diviser cette quantité d'onces par 12, car 12 onces valent une livre. La ville de Nice, depuis de nombreuses années et depuis de nombreux siècles, a eu à son service de nombreuses confréries de pénitents, que ce soit des pénitents rouges, des pénitents blancs, des pénitents bleus, et enfin donc notre confrérie, les pénitents noirs. Ces confréries, dans le comté de Nice, ont joué un rôle prépondérant. Elles ont eu chacun une mission bien spécifique et chacune a fait du mieux possible pour apporter non seulement le service du christianisme, le service de la charité. Et cette charité est toujours en place et chaque confrérie continue donc du mieux possible avec les problèmes d'une société qui s'éloigne de plus en plus de l'Église et qui a des pensées plus ouvertes et chacun voulant vivre sa vie avec Dieu à sa manière. Toutefois, chaque confrérie tente de continuer et de faire vivre ses actions. Et la confrérie des pénitents noirs, elle se destine toujours à la charité, au service, à se pencher vers ceux et celles qui sont dans la peine au travers maintenant de missions spécifiques telles que le fourneau économique, telles que aller donc en tant qu'individu pénitent noir dans des sociétés telles que la Société Saint-Vincent de Paul, et d'autres se destinent à des missions un peu plus élargies et qui étaient l'âme de l'archiconfrérie, c'est-à-dire accompagner les familles en deuil. Ce service qui vient d'une époque où la ville de Nice avait rencontré malheureusement, comme des quantités de villes côtières, des épidémies, et en accord avec le clergé, en accord avec les pouvoirs publics, avait mis en place donc un groupe d'individus qui s'occupaient donc de l'accompagnement des familles en deuil. C'était un service extrêmement important car c'était fait par des hommes, qui avaient fait un choix de servir, un choix de charité, mais aussi un choix d'amour pour ces familles qui étaient en souffrance et qui avaient perdu des êtres chers. Ce service a fonctionné durant un certain nombre d'années,
Puis, à la période révolutionnaire, l'archiconfrérie ayant souffert de ce passage, de ce grand coup de vent dans une vie d'une société, ce service avait disparu. Puis, il est revenu, mais il est surtout revenu depuis 1992. Les laïcs missionnés par l'évêque peuvent accompagner des familles en deuil sur des sites bien précis, latanés, ou au besoin, si il y a à des moments absence de prêtres pour différents motifs, aller célébrer donc des accompagnements dans les églises. Ainsi, l'ensemble des accompagnateurs, que ce soit des pénitents noirs ou des laïcs, au service de l'Église, se donnent dans cette mission. Eh bien, il y a vraiment un âge d'or de la peinture du pays niçois qui commence au milieu du XVe siècle et qui va durer un siècle. On appelle tous ces peintres qui ont travaillé à ce moment-là les primitifs niçois, même s'ils ont dépassé très sensiblement l'époque de la Renaissance, en particulier pour Louis Bréa. Ces peintres ont réalisé des œuvres de deux types. Ils ont réalisé des retables pour les autels des églises, peint des chapelles qui sont donc des peintures murales, qui sont réparties sur les chemins qu'on appelle les chemins du sel. Je pense qu'on ne remarque pas assez peut-être combien cette floraison est liée à la dépendance commerciale et politique qui a commencé en 1388 avec le comté de Nice et la Savoie. Car c'est tout le long de ces chemins de caravanes, tous ces chemins dits du sel, que se sont développées aussi bien les chapelles que finalement dans les villages qui étaient les haltes, les retables ont pu fleurir parce qu'il y avait plus d'argent de la part des communautés. Les primitifs donc sont pour les retables commence avec Miraillet, qui a laissé à la chapelle de la Miséricorde de Nice un très beau et très précieux retable de la Vierge de Miséricorde, qui est la sainte patronne des pénitents noirs, et qui est un des retables les plus précieux et les mieux conservés de toute la région. Mais après lui, ou presque en même temps que lui, ont aussi réalisé des œuvres d'autres peintres qui sont quelquefois vraiment niçois, comme Jacques Durandi, dont on a un très beau retable actuellement au musée des Beaux-Arts de Nice. Il y a aussi, bien sûr, Giovanni Canavesio. Et alors, Giovanni Canavesio, on va en parler tout à l'heure, est peintre essentiellement de chapelles, de peinture murale, mais il a réalisé aussi de très beaux retables, très raffinés, très élégants, tout à fait dans la tradition du gothique international. Et on est toujours stupéfait de voir avec quel art il peint ces tableaux d'autel, alors qu'il est si violent souvent dans ses peintures murales, en particulier bien sûr à Notre-Dame des Fontaines. Alors après Giovanni Canavesio, Jacques Durandi et le premier Miraillet, arrive la famille des Bréa, mais surtout Louis Bréa, le premier, qui, selon moi, est un disciple très convaincu, très spirituel de Miraillet. Il a réalisé à partir de 1475 jusqu'en 1517 une quarantaine d'œuvres qui sont toutes justement des retables. Et on peut dire qu'il n'a pas peint à fresque Louis Bréa. Et ces œuvres sont vraiment d'une qualité, d'une noblesse, d'une élévation, d'une beauté, d'une spiritualité qu'on n'est pas encore tout à fait en mesure, je crois, d'apprécier. C'est pour ça qu'il faut réellement se battre pour le faire connaître. Mais la difficulté vient du fait que ces œuvres sont dispersées
dans les lieux différents, les églises sont souvent écartées. Il y en a, bon, quelquefois, si ce sont des villes de la côte, si c'est Nice, si c'est Gênes ou Savone ou Tadja, c'est très facile de les joindre. Mais si on va à Liège ou si on va à Saint-Martin dans Trône, il faut faire de longues routes très tortueuses et pas très faciles pour les rejoindre. Donc je pense qu'il est en particulier que la méconnaissance de ces œuvres tient aussi à leur localisation. Il a vécu encore quelques années, sans doute jusqu'en 1523, mais on n'a plus d'œuvres de lui après 1517. Après lui, continue son neveu, François Bréhat, qui peint jusque vers 1555. Donc ça fait 120 ans après la première œuvre de Miraillet, et on peut dire qu'il va clore la période des primitifs niçois, en tant qu'œuvre constituant les retables. Alors cette richesse des primitifs niçois, naturellement, elle pose le problème de ses relations avec les arts environnants, c'est-à-dire, bien sûr, on pense toujours à l'Italie, mais aussi peut-être aux Flamands, et puis à l'école d'Avignon, ou plus exactement aux peintres qui ont travaillé à Avignon. Alors il y a quelque chose qui est évident, entre autres dans la première œuvre de Louis Bréhat, c'est que d'une part, il suit par certains côtés les images des Flamands, en particulier avec cette Sainte Catherine qui se trouve donc sur son premier retable de la Pietà, la fameuse Pietà qui est à Cimier. Et d'autre part, de l'autre côté, il y a le Saint Martin qui partage son manteau avec un pauvre et dont on a toujours dit que c'était une figure toscane. Comment connaissait-il ces peintres? Il les connaissait sans doute, peut-être. Il connaissait directement des œuvres, c'est possible. Il connaissait aussi peut-être des gravures qui les reproduisaient, mais je pense qu'il en connaissait beaucoup directement, en particulier parce qu'il fréquentait Gênes, et que Gênes était en rapport avec la Flandre et aussi avec la Toscane, et Avignon, où il a été, je pense, saisi par la force et la beauté, la spiritualité de Enguerrand Carton, qui a peint cette fameuse Pietà qui est maintenant au Louvre, plus le couronnement de la Vierge donc à Villeneuve-les-Avignon, et dont il est certain que Louis Bréhat a conservé un souvenir, tout en interprétant tout à fait à sa façon, selon son propre génie, ces thèmes que nous allons revoir dans son œuvre. Mais il y a aussi les chapelles. Elles continuent un peu plus tard, elles continuent vers la fin du XVIe siècle, parce qu'il y a une coupure évidente, énorme, qui est naturellement la contre-réforme, qui modifie absolument toute la sensibilité religieuse, qui réagit contre les dévotions anciennes et qui va établir d'autres règles, aussi bien pour les retables que pour les chapelles. Alors, ces chapelles, elles sont merveilleusement surprenantes parce que ce sont des petits édifices extraordinairement modestes. On les prendrait vraiment pour des bergeries. Quelquefois, elles sont complètement ouvertes parce que d'ailleurs, c'était leur structure initiale, elles étaient ouvertes sur les chemins du sel, de façon à ce que toutes les personnes qui marchaient sur ces chemins, les muletiers, les paysans, les marchands, puis les pèlerins, puissent s'y arrêter, s'y reposer, s'y recueillir. Et elles sont dédiées naturellement aux saints protecteurs de la santé, des récoltes, et aussi aux saints protecteurs des chemins, des voyages dans la montagne, qui étaient tellement périlleux. Alors, beaucoup sont dédiés à la Vierge, mais beaucoup sont dédiés aux saints protecteurs des maladies, et en particulier à Saint-Sébastien, qui est celui qui a le nombre de chapelles le plus important dans la région, après la Vierge. Mais on a aussi Saint-Antoine, le grand Saint-Antoine, qui protège les hommes et les animaux. On a aussi, bien sûr, un saint très peu connu hors des régions alpines, qui est Saint-Bernard de Menthon. Alors, ces chapelles sont vraiment un sujet d'émerveillement pour toute personne qui les découvre pour la première fois, car on ne soupçonnerait pas vraiment la richesse de leur décor. Mais naturellement, il y en a une qui l'emporte sur toutes les autres par la richesse de son décor, c'est Notre-Dame des Fontaines, qui est donc une œuvre de Canavese. Elle a été terminée en 1492, on dit même que c'est le jour de la découverte de l'Amérique, mais elle était peinte aussi en partie par Giovanni Balaison, car ces deux peintres sont vraiment les deux grands peintres qui ont illustré nos chapelles.
Alors la chapelle de Notre-Dame-des-Fontaines est située sur un lieu de pèlerinage très important pendant des siècles, qui était un lieu de pèlerinage et de culte de la Vierge qui était protectrice des eaux, parce qu'il y a là des sources intermittentes qui étaient la cause de beaucoup de soucis pour les personnages, pour les personnes de la vallée. Et le peintre donc l'a illustré avec plus d'une trentaine de scènes de la Passion et un immense jugement dernier qui se trouve sur la contrefaçade. Et ces scènes sont extrêmement saisissantes par la violence qui les caractérise, c'est-à-dire que Canavese, il dénonce l'iniquité, la trahison, la bassesse humaine, hein, et l'iniquité des juges, la violence des hommes, et naturellement le silence de la victime qui est le Christ. Mais à côté de ces scènes très dures et très manichéennes même, parce qu'il y a les bons et les méchants, il y a dans le chœur et sur l'arc triomphal des scènes de l'enfance du Christ qui sont pleines de charme, qui sont peintes aussi par Giovanni Canavese, ce qui nous illustre encore une fois le fait que cet artiste avait des dons extrêmement divers, qu'il était capable d'être très violent mais aussi d'être très tendre. Et il a peint un peu plus tard sans doute une autre chapelle avec les scènes de la Passion dans cette très belle petite chapelle de Payon, qui est au bas d'un des plus beaux villages du pays niçois, et où il a repris des motifs de la chapelle de Notre-Dame-des-Fontaines avec un autre esprit, probablement beaucoup moins agressif. À partir du XVIe siècle, le comté est victime des ambitions territoriales françaises et espagnoles, et de l'incapacité de la Savoie à choisir des alliances de longue durée, les souverains piémontais ayant une politique trop incertaine. En 1524, le marquisat de Dolceacqua est réuni à la Savoie. Et à partir de 1526, les terres neuves de Provence prennent le nom de comté de Nice, qui comprend 4 vigueries, Ventimille, Sospel, Vandelantosque, Barcelonnette, avec le Val d'Entrone, Puget-Théniers et Nice. Lors du conflit entre François Ier et Charles Quint, les Français pillent Nice en 1525. En 1536, les armées espagnoles passent par Nice. L'année 1538 marque la trêve de Nice à la suite de l'entrevue entre le pape Paul III, François Ier et Charles Quint. La trêve de Nice est prévue pour 10 ans et le monument de la Croix de marbre, érigé en 1568, commémore cette rencontre. En 1542, les Français à nouveau pillent le nord du comté avec l'aide de Jean-Baptiste Grimaldi d'Ascros. En 1543 se déroule le siège de Nice par les Franco-Turcs, marqué par l'épisode légendaire de Catherine Ségurane. En 1544, les Français renoncent à poursuivre le siège de Nice. Emmanuel Philibert restaure ensuite la puissance savoyarde de 1553 à 1580. En 1557 est décidée la construction de la citadelle de Villefranche. Puis en 1560, celle du fort du Montalban et de la forteresse de Saorge. Pendant un demi-siècle de relative tranquillité, le Piémont étend son influence. En 1576, l'annexion d'Oneglia, puis celle en 1579 du comté de Tende. En 1593, Charles-Emmanuel prend une décision importante. Il ordonne la construction d'une route carrossable Turin-Tende-Nice. Mais de Lucéral à Limone, seul un chemin muletier fonctionnera encore pendant près de 2 siècles. En 1591, nouvelle invasion française du nord du comté. En 1600, Henri IV attaque Nice.
Suivent alors 30 ans de relative tranquillité interrompus par une nouvelle invasion française de la campagne niçoise en 1626. Au cours de cette période, le comté de Nice perfectionne ses équipements. 1605, installation du collège des Jésuites à Nice. 1612, création du port franc de Villefranche. 1614, la création du Sénat dote Nice d'un véritable pouvoir. Et, en 1638, une université de droit souligne le rôle important des juristes dans la vie sociale. Le comté de Nice est alors un foyer de culture important grâce à la politique active du Piémont. Nous sommes ici à Perinaldo, près de la chapelle Nostra Signora della Visitazione, que Giandomenico Cassini avait transformée en laboratoire astronomique. Giandomenico Cassini est sans doute un des plus éminents personnages du comté de Nice. Il est né le 8 juin 1626 à Perinaldo, à une époque où ce territoire aujourd'hui ligure faisait partie du comté. Sa famille de riches propriétaires terriens et de gens de robe lui assure une solide éducation chez les jésuites de Gênes, puis dans l'abbaye de San Fruttuoso, et il rencontre le physicien génois Giambattista Bagliani, qui lui fait découvrir les principes de l'astronomie. En 1649, le marquis de Malvasia l'appelle auprès de lui dans son observatoire de Ponzano, près de Modena. En 1651, Cassini obtient la chaire d'astronomie à l'université de Bologna et installe un gnomon géant dans la basilique San Petronio pour étudier le déplacement du Soleil. Il prépare sa méridienne et le 21 juin 1655, la population admirative assiste au tracé du passage du Soleil. En novembre 1655, la reine Christine de Suède, de passage à Bologne, et qui apprécie les recherches de ce savant, l'invite à la suivre à Rome pour le présenter au pape. Cassini étudie alors la réflexion atmosphérique, les phases de la Lune, et le pape Alexandre VII le nomme surintendant des eaux et des fortifications de Castelfranco. En 1664, avec la reine Christine, il suit le mouvement d'une comète. En 1665, il découvre les ombres de satellites sur Jupiter et il détermine les instants des éclipses des satellites de Jupiter. Ces découvertes lui procurent une renommée internationale. Il est alors admiré par toute l'Europe scientifique. L'Académie royale de sciences l'invite à Paris à l'instigation de Colbert. En 1669, Cassini quitte Bologne pour Paris, s'arrête à Perinaldo et, en 1671, s'installe dans le nouvel observatoire que Louis XIV fait édifier. Cassini utilise une lunette de 35 pieds, fabriquée à son intention par le Romain Giuseppe Campani. Il étudie Saturne, le queue de comète, détermine la distance de Mars et du Soleil. Il fait venir auprès de lui son jeune neveu Giacomo Maraldi de Perinaldo. En 1673, le roi le naturalise français et Cassini est chargé de coordonner le travail de nombreux savants. Il entreprend à la demande du roi l'œuvre gigantesque de cartographier le royaume de France. Il a créé en effet les méthodes de la cartographie moderne. Cette immense tâche s'avère très longue de sorte que ce sera son petit-fils et puis son arrière-petit-fils qui continueront d'effectuer les relèves et la carte ne sera achevée qu'en 1815. Giandomenico Cassini, en 1694, retourne chez lui pour réviser la méridienne de San Petronio avec Giuseppe Maraldi. Il s'arrête à Perinaldo pour effectuer des observations sur le phénomène de la réfraction atmosphérique, grâce à l'horizon dégagé que lui offre le site de Perinaldo. Après 40 ans de vie scientifique à Paris, il meurt aveugle le 14 septembre 1712. Un savant astronome dit alors « Son homme ne mourra jamais tant qu'il y aura des ciels et des étoiles à contempler ». À la fin du XVIIe siècle, des événements graves se produisent. La France, première puissance européenne, veut dominer l'État piémontais.
Un long conflit éclate dans les Alpes. En 1691, un siège de Nice par les armées françaises se termine le 5 avril 1691 par la capitulation, après un long et pénible siège, de la forteresse du château. L'abbé de Saint-Pons, Gioffredo, a réussi à s'interposer entre les belligérants pour apaiser les souffrances de la population niçoise. Louis XIV prend alors le titre de comte de Nice. Après une trêve, la guerre reprend et un nouveau siège de Nice commence le 3 mars 1705. 60 000 boulets et 8 000 bombes sont tirées sur la citadelle qui se rend le 7 janvier 1706. De février à juin 1706, la France, victorieuse, impose la destruction des fortifications du château, des bastions de Saint-Hospice et le démantèlement de la tour de la Turbie. Conséquence essentielle, après la perte des murailles, Nice devient alors une des rares villes d'Europe à être ville ouverte. Un nouveau destin s'annonce. Mais, en avril 1744, dans le cadre de la guerre de succession d'Autriche, les troupes gallispanes, franco-espagnoles, envahissent le comté. En 1746, les Français sont chassés, mais les Gallispans réoccupent le comté de 1747 à 1749. Après le traité d'Utrecht, en 1713, qui permet aux souverains savoyards de prendre le titre de roi, un État moderne se met en place, inspiré par l'ambiance de l'Europe des Lumières. En 1713, Victor Amédée devient en effet roi de Sicile. En 1720, il échange la Sicile contre la Sardaigne et l'Ubaye est rétrocédé au royaume de France. Le comté de Nice devient un territoire essentiel du royaume du Piémont qui possède successivement la Sicile, de 1713 à 1720, puis la Sardaigne. Ce royaume de Piémont-Sardaigne s'impose dans le courant du XVIIIe siècle comme un État progressiste où l'économie et la vie culturelle et artistique sont reconnues dans toute l'Europe. La présence d'hommes dévoués et compétents, proches de la monarchie, donne au Piémont-Sardaigne une réelle renommée. Mélarède et Giovannini, les deux intendants qui gèrent le comté de Nice, lui donnent une administration solide et appuient le développement économique du comté et du nouveau port de Nice, creusé artificiellement dans la plaine de l'Impia en 1740. Victor Amédée II, qui a été le grand, lui, il disait qu'il voulait grandir son État en Europe et son pouvoir à l'intérieur de l'État. Et ça, il l'a fait, et justement grâce aux intendants qui sont les ancêtres des préfets d'aujourd'hui, mais peut-être qui avaient plus de pouvoir à cette époque-là par rapport à nos préfets actuellement. C'est eux qui vont mettre en tutelle l'administration communale. Il y a 86 communautés, et ces communautés, elles étaient donc dirigées par soit ce qu'on appelait l'Assemblée générale des chefs de maison, ça c'était historique, mais finalement cette Assemblée générale, on va la voir diminuer, on trouvait qu'il y avait trop de désordre, il fallait donc éliminer une partie des gens, donc en principe c'était les plus pauvres, ceux qui pouvaient créer le plus d'agitation, et remplacé donc par ce qu'on appelait le conseil ordinaire, c'est-à-dire une assemblée restreinte. Alors c'est très varié au point de vue nombre et constitution, mais ce qui est typique, c'est 2 syndics et 12 conseillers. Mais donc les intendants, ils vont dire tout ça, il y a trop d'abus, trop de désordre dans ces villages, et il faut donc petit à petit encadrer. Et ça sera réalisé par une réforme qui s'appelle la réforme des Publici. Les Publici, c'est les organes administratifs collectifs, donc parmi l'administration des villages. Et à ce moment, on va simplifier. Premièrement, il n'y aura plus qu'un syndic et 6 conseillers au maximum, 2 pour les petits villages, 6 pour les autres.
c'est les plus peuplés, quoi, si vous voulez, puis Nice est à part, évidemment. Le système d'élection qui avant était très curieux, c'était... On tirait des haricots qu'un enfant présentait. Alors ceux qui avaient les haricots noirs se réunissaient pour désigner les futurs personnages du conseil ordinaire. Tout ça s'est simplifié et tout ça c'est marqué dans le texte sous la conduite et l'examen de l'intendant. Oui, donc c'est vraiment, à la fin du XVIIIe, on a vraiment codifié cette action des intendants qui ont exercé une tutelle, finalement la tutelle financière. Alors, donc ça c'était... Alors parmi ces intendants, il est évident qu'il y en a eu deux qui ont été célèbres, Mélarède qui était le fils d'un notaire de Savoie, Montmélian d'ailleurs, et il était lui-même devenu avocat des pauvres au Sénat de Savoie, qui était à Chambéry. Et à ce moment-là, c'est Victor Amédée II qui l'a remarqué. Il le nomme intendant du comté de Nice. Et à ce moment-là, il a une mission. Il faut qu'il impose les impôts. Alors, en fait, l'impôt qui est foncier, c'était un impôt foncier qu'on appelait le tasse. Enfin, c'est le tas, peut-être, on ne sait pas très bien la traduction. Le tasse, donc, qui était l'impôt foncier, qui existait déjà dans tout le Piémont. Par contre, Nice ne l'avait pas, et elle disait toujours qu'elle ne pouvait pas payer d'impôts, vu la dédition qu'elle s'était donnée elle-même au souverain de Savoie, et donc elle prétendait ne pas pouvoir d'impôts. Alors finalement, c'est Mélarède qui va obliger la municipalité de Nice à reconnaître. Et à ce moment-là, d'ailleurs, où Nice reconnaît, le souverain Victor Amédée II, son général des finances, et là, il est venu lui-même à Nice. Alors là, les Niçois ont quand même compris qu'il fallait céder. Et Mélarède va réviser les cadastres. Parce que si on fait un impôt sur les biens fonciers, il faut avoir des cadastres valables. Il devient l'homme de confiance de Victor Amédée II. Victor Amédée II, qui a été vraiment le souverain qui a créé la grandeur, qui est devenu roi d'ailleurs, qui est devenu roi de Sicile. Et Giovannini, alors lui, il est surtout méritoire parce que c'est l'intendant modèle, c'est-à-dire il a fait toute sa carrière dans l'intendance. Il a été intendant de la Maurienne, donc ça c'était en Savoie. Après de Pignerol, c'est le Piémont. Après il était intendant général, ça monte d'un grade. Et à la fin, il finit dans le comté de Nice, qui est, comme je voulais essayer d'expliquer, qui est quand même un cas spécial. Vous voyez, qu'on a quand même ménagé, bien que ça ne représentait pas, c'était évidemment pas une des provinces les plus peuplées. Et alors ensuite, il est célèbre par son rapport. C'est-à-dire que c'est au milieu du XVIIIe que le général des finances, donc celui qui supervisait, demande aux intendants de faire des rapports sur leur province. Victor Amédée II, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que copier Louis XIV. Mais finalement, l'élève a dépassé le maître. Parce que ces intendants, ils sont beaucoup plus efficaces que les intendants français, ne serait-ce que parce que leurs provinces sont très petites. Le bilan, en simplifiant beaucoup, c'est donc la modernisation de ce comté de Nice, avec une administration très efficace, surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe, il y a eu des progrès dans tous les domaines. Les Niçois, quels qu'ils soient, ne discutent pas la religion. Ça, on ne discute pas. Par contre, on discute le clergé. Parce que les gens ils avaient un esprit frondeur. Hein. En particulier, on a un historien du comté qui s'appelait Bonifaci. Et lui, il a écrit, il a dit, nous sommes les moins poussés des courtisans. Nous sommes de mauvais courtisans. Hein. Et d'ailleurs, lui-même, il avait surnommé son évêque Mingo. Ce qui en histoire veut dire pas grand-chose. Et
Alors ici, on a une richesse vraiment extraordinaire dans le baroque. Alors il y avait les confréries de pénitents, et à ce moment, nous avons encore à Nice 4 confréries de pénitents, et qui représentent les phases de l'art baroque. Par cet art baroque, il a évolué continuellement. Enfin, on le fait commencer au milieu du XVIe et venir à la fin du XVIIIe. Alors on a les pénitents rouges, eux c'est ce que moi j'appelle le pré-baroque, c'est-à-dire le plan est très simple, c'est un rectangle, donc c'est un plan classique, mais il y a beaucoup de décors. Je crois qu'à Nice, dans une des églises, il y a 200 angelots peints ou sculptés. Donc ça c'est la base du décor. Ensuite on a le véritable baroque. Donc le véritable baroque, c'est le dynamisme. Il faut que l'architecture subjugue celui qui visite. Par exemple, c'est la chapelle de la Miséricorde à Nice. Quand on entre, c'est totalement différent par rapport à l'extérieur. Et ensuite, on peut dire que cette chapelle vous saute à la figure, vraiment. Alors donc ça se fait par la recherche, justement, de la puissance d'expression, et en particulier le décor. Il y a ensuite une dynamique dans le plan. Vous voyez, le plan est elliptique et non pas circulaire, ni rectangulaire comme il est à l'extérieur. Donc on a dit que cette chapelle, elle était un peu l'œuvre de 2 forces, une force qui contracte et une force qui dilate. Si bien qu'on a comparé ça à un cœur. C'est comme un cœur spirituel, puisque le cœur, lui, il se contracte, il se dilate, etc. Oui, donc ça, ce serait le vrai baroque. Ensuite, vous avez les blancs, les pénitents blancs, qui ont le tardo-baroque décoratif. Alors finalement, l'idée du baroque, c'était de peu à peu faire primer le décor peint et sculpté par rapport à l'architecture. Alors que pour les classiques, l'art numéro 1, c'est l'architecture. La sculpture, c'est que 2, après la peinture, 3, et puis les arts mineurs, ce qu'on appelle les arts mineurs. Et enfin, vous avez à la chapelle qui est à la place Garibaldi actuelle, les bleus. Donc, extérieurement, la façade, on revient au classicisme. Vous avez une façade qui est classique. Par contre, l'intérieur est très intéressant. Et puis d'ailleurs, cette chapelle, elle est subordonnée à la place. Ça, c'était l'idée des souverains de Savoie puis de Sardaigne, de toujours, en quelque sorte, mettre la religion, bon, elle était tout à fait la religion de l'État à cette époque, mais il fallait la subordonner. Oui, subordonner le religieux au civil, qui lui-même est d'ailleurs tout à fait chrétien. Voilà. Et alors évidemment, cette richesse, elle n'est pas seulement à Nice, elle est dans tout le comté. Vous avez, rien que si on prend les confréries, pratiquement, on peut dire que ça doit faire une centaine de chapelles. Oui, finalement, on a encore... Alors évidemment, le problème, c'est que souvent, c'est fermé. Et on ne sait pas si quelqu'un peut vous ouvrir, mais il y a des endroits, en particulier la Roya, la vallée de la Roya, Breil, Saorge, la Brigue, Tende, qui était dans la partie un peu la plus riche, parce qu'il y avait la fameuse route royale qui sera créée à la fin. Donc là, vous avez une richesse extraordinaire. Et dans le Haut-Pays, ce qui l'emporte, alors c'est le baroque tardif, le tardo-baroque décoratif, et puis l'évolution finale vers, c'est le cas de l'église Saint-Étienne de Tinée. À Saint-Étienne de Tinée, il y a un retour vers le classicisme. Dans la gestion des États de Savoie, la Maison de Savoie va réaliser un chef-d'œuvre monumental et d'ingénierie qui va relier en fait Nice, la capitale du comté de Nice, son port historique, à sa capitale politique et administrative des États de Savoie, Turin. Cette route va prendre le nom de route royale. Les travaux commenceront en 1610 et d'ailleurs nous avons une plaque
au niveau des gorges de Saorge, qui a été posé par la Maison de Savoie et qui symbolise cet acte de fondation de cette route royale. Cette route royale est fondamentale car elle permet de relier une capitale alpine, en quelque sorte, à son débouché maritime sur la Méditerranée au début du XVIIe siècle. Et rappelons qu'encore au XVIIe siècle, au début de ce XVIIe siècle, la Méditerranée est quand même l'axe majeur du commerce entre le nord et le sud du bassin méditerranéen et reste encore, malgré tout, un des axes majeurs du développement économique pour notre ensemble territorial. Cet axe a été créé aussi pour faciliter le déplacement à l'intérieur des États de la Maison de Savoie au niveau militaire, au niveau économique, mais aussi au niveau artistique. Et donc nous avons, au moment de la création de cette route royale et au moment où elle fonctionne en quelque sorte, un déplacement très important de population, un enrichissement des communes par lesquelles la route passe, notamment Sospel, notamment Tende, la Brigue, notamment l'Escarène, et on s'aperçoit qu'en fait, si aujourd'hui on a un baroque niço-ligure, la fameuse route du baroque niço-ligure, on pourrait se demander si ce baroque n'est pas le baroque de la route royale, c'est-à-dire que tout le long de cette route royale, on voit apparaître un art architectural monumental de la période baroque, du XVIIe et XVIIIe siècle, qui a été essentiellement dû à l'enrichissement de ces communautés par le passage de cette route royale. Le deuxième élément très important et qui démontre la stratégie à long terme de la Maison de Savoie, tant au niveau politique qu'administratif, c'est la création de relais supports de cette route royale. On crée un axe, mais on va créer aussi des villages pour supporter à des endroits bien précis cette route, notamment la Trinité, Victor, qui a été créé pour la route royale, et un deuxième village plus symptomatique, je dirais, de ce processus d'appropriation et de support de cette route, c'est Fontan. Fontan qui est créé en 1616, justement pour permettre bien d'avoir un relais à cet endroit très précis de la route royale, avant de commencer, je dirais, l'ascension vers le col de Tende, tout simplement en proposant aux habitants de Saorge, ceux qui avaient un métier dans l'hostellerie ou de maréchal ferrant, de venir s'installer à Fontan et en bénéficiant de franchises. Donc on a vraiment, et on pourrait se poser la question aujourd'hui, y a-t-il un État moderne qui crée des villes pour supporter un axe de communication et de donner des franchises aux habitants qui partiraient d'une grande ville pour aller s'installer sur cet axe de communication. Donc il y a véritablement une politique de développement et de soutien de cette route royale, et pour Nice, cette route royale va permettre effectivement un développement du port de Nice, qui dans la deuxième phase, à partir de 1750, on va créer un nouvel élément sur cette route royale qui sera le bassin Olympia, le port de Nice, qui va permettre un accroissement très important du commerce sur la route royale, le bassin Olympia qui sera construit entre 1750 et 1780, et surtout on va rendre carrossable la route royale, normalement jusqu'au col de Tende, mais en fait les travaux s'arrêteront au niveau de Saorge, puis arrivera la période révolutionnaire. Mais on peut dire que dans la fin des années 1770, cette route royale est vraiment un axe économique, culturel et politique majeur des États de Savoie. Cela va permettre à ce moment-là de façonner aussi, et j'insiste sur ce point, les paysages. Par exemple, si vous prenez Sospel, on peut se rendre compte que même encore aujourd'hui, ce sont des forêts d'oliviers qui entourent Sospel. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il était très facile de produire des olives, de les transporter sur la route royale, et arrivé à Nice, nous avions une série de moulins, dont nous avons redécouvert le canal des moulins au niveau de la chapelle de Bon Voyage, une série de moulins qui descendaient jusqu'au port de Nice. Donc on voit bien que la route royale a impacté aussi l'urbanisme et les paysages des villages qui sont tout le long de cette voie. La chapelle Notre-Dame du Bon Voyage, qui est très importante puisqu'elle est le premier monument de cette route royale à la sortie de la ville de Nice. On est en frontière avec Èze, parce qu'à l'époque la commune d'Èze s'arrêtait au pied de la chapelle de Bon Voyage, aujourd'hui c'est la Trinité, et à partir de ce moment-là, chaque fois qu'une personnalité, un ambassadeur ou un représentant de la Maison de Savoie venait à Nice, eh bien le consul de Nice avec le conseil municipal ramenait
avec, comme on dit en niçois, pénitent en test, avec les pénitents en procession, la personnalité jusqu'à la chapelle de Bon Voyage. On faisait une messe à la chapelle de Bon Voyage, et à partir de ce moment-là, les voyageurs partaient sur la route royale. Donc c'est le premier monument qui a été restauré, mais je voudrais parler du relais de poste du col de Braus, qui est en très mauvais état, et qui mériterait, c'est un peu le projet actuel sur ce monument historique, une restauration avec des chantiers européens, et sur plusieurs années de restaurer ce lieu. Et le deuxième lieu emblématique qui termine le territoire du comté de Nice sur sa partie française aujourd'hui, c'est l'Aca, la ferme fortifiée du col de Tende, qui est un bâtiment exceptionnel du XVIe siècle, qui est un bâtiment avec des bardeaux de Loze, remarquable, qui fait une surface de 900 mètres carrés et qui est au-dessus du tunnel de Tende. Donc c'est vraiment à travers ce travail de réappropriation de notre patrimoine aussi, parce que on peut parler d'identité, de culture, de langue du comté de Nice, mais je pense qu'il est fondamental aussi de sauver des monuments qui eux-mêmes sont dépositaires d'une partie de cette identité, de cette histoire. Dans le domaine civil, l'influence du baroque se traduit essentiellement dans la conception de la ville nouvelle, ponchettes et terrasses, aménagement du pré aux oies, du port et de la place Victor, Garibaldi actuellement. Profitant de ce que le comté n'est pas sous l'influence directe de la France, les Britanniques, souvent en délicatesse avec le royaume de France, découvrent les délices du climat hivernal de la côte et ils viennent en famille séjourner à Nice et à Menton. Ils constituent la première vague des hivernants qui, un demi-siècle plus tard, vont à leur tour découvrir la côte. Le comté de Nice ignore la Révolution française de 1789. Dans les années qui suivent, il accueille de nombreux Provençaux qui fuient la Révolution, ce qui n'est pas une des moindres causes de l'invasion de son territoire par les armées françaises. Le 29 septembre 1792, le général Anselme franchit le Var et l'armée française occupe le littoral du comté. Bien que le territoire montagnard ne soit pas encore occupé par les armées révolutionnaires, le 31 janvier 1793, le comté devient français par un vœu librement exprimé par le peuple. Dès le 4 février 1793, la création du département des Alpes-Maritimes, incluant une partie de la vallée de la Nervia avec Perinaldo, est un événement majeur par ses conséquences. En 1794, s'illustre le général niçois Masséna qui, à la tête des troupes françaises et avec l'aide du brigasque Rusca, s'empare des points de résistance de Saorge et Briga et détruit les lieux fortifiés. Les Français pourchassent des insoumis qui résistent et qui s'intitulent Barbet au cours d'une guérilla sanglante marquée par des pendaisons, des exécutions et des vengeances comme au saut des Français dans les gorges de la Vésubie. Le 16 mai 1796, par le traité de Paris, le roi Victor Emmanuel Ier renonce au comté de Nice. Sous l'impulsion de Bonaparte, jeune chef de l'armée d'Italie, les troupes françaises franchissent les cols de la Roya et se lancent à la conquête du Piémont. Une période plus calme s'instaure alors dans le comté, marquée par la mise en place de l'administration française. Sous le Consulat et l'Empire, le retour des Niçois émigrés au Piémont, la paix religieuse soulignée par le Concordat de 1801, place le comté de Nice au cœur d'un nouveau département des Alpes-Maritimes qui, depuis le Var, s'étend largement en Ligurie jusqu'à Oneglia. En mai 1805, le département des Alpes-Maritimes comprend l'arrondissement de San Remo dans le cadre du Grand Empire napoléonien. Le préfet Gratté du Bouchage, personnage important de l'évolution du comté, s'applique à franciser le territoire. Il participe à la réalisation de la route stratégique impériale de Marseille à Gênes, en faisant construire une route, encore mauvais chemin empierré de Nice à Menton, la future Grande Corniche. C'est le premier lien matériel avec la Ligurie du Ponant depuis la période romaine. Il lance les premiers travaux de triangulation pour la réalisation d'un cadastre
que terminera Charles Félix. Il ouvre, à l'emplacement du collège des Jésuites, le premier lycée de Nice destiné à former une jeunesse savante et docile à l'empereur. Avec l'effondrement de l'Empire napoléonien, disparaît la présence française puisque le traité de Vienne de 1815 redonne tout son éclat à l'État de Piémont-Savoie en lui adjoignant la République de Gênes. Pour le roi Charles Félix, toute comédinance, tout comme avant, c'est-à-dire comme avant l'épopée napoléonienne, la restauration monarchique s'impose dans le comté de Nice par un certain nombre de décisions. La population montagnarde, la plus nombreuse, vit toujours selon des rythmes séculaires, tandis que la ville de Nice ressent les effets de la concurrence des ports de Gênes, Savona et Oneglia, nouveaux ports possédés par le Piémont. La jeunesse aspire à davantage de liberté et manifeste en 1820. Alors, la restauration sarde a été une époque importante pour le comté et en particulier pour Nice. Alors ça fait plusieurs années déjà que Nice, qui se sentait étouffée dans son ancien périmètre, a commencé à déborder sur la rive droite du Paillon. Mais il revient à Charles Félix, le souverain, d'avoir mis en place une réflexion, puis une réalisation de construction d'une ville neuve. Tout est en fait à construire au milieu de ces plaines qui avaient une vocation agricole. Il demande donc aux responsables niçois, à eux la charge de s'entourer des personnes compétentes, d'imaginer ce que pourrait être une ville nouvelle. Et la réunion de ces décideurs niçois va former ce que l'on appelle le Consiglio d'Ornato. Alors, une traduction rapide voudrait dire conseil d'ornement, on pourrait peut-être remplacer par comité d'architecture, comité d'urbanisme, c'est-à-dire la mise sur plan pour réalisation de grands boulevards, d'un quadrillage pratiquement à angle droit, c'est-à-dire l'image que nous avons actuellement de la rive droite du Paillon et des grandes artères. Alors non seulement ce Consiglio d'Ornato va se pencher et va demander la réalisation de cette Nice nouvelle sur la rive droite, mais va même dans une certaine mesure intervenir sur les constructions déjà existantes. Nous prendrons comme illustration deux places, c'est le Consiglio d'Ornato qui va mettre en place l'espace Masséna, il va mettre les plans de ce nouveau cœur de Nice, de la Nice nouvelle, mais en même temps, il va essayer de réguler les constructions de la place Garibaldi, qui est bien antérieure, mais sur laquelle on avait assisté à de la prolifération de bâtiments annexes, mal construits, et qu'il fera tout simplement raser pour que la place ait une forme qui corresponde à ce Consiglio d'Ornato. Alors, malheureusement, 1860 marque la fin de la Maison de Savoie à Nice et le passage à l'administration française. C'est l'annexion de Nice à la France et le Consiglio d'Ornato est supprimé, purement et simplement. La médecine au XIXe siècle cesse d'être purement de la sphère privée, cesse d'être uniquement du ressort de la relation médecin-malade pour rentrer dans le domaine public. Pour la première fois, on va parler de santé publique, un peu dans tous les pays d'Europe, d'abord en Angleterre et puis en France, et puis bien sûr dans les États sardes dont faisait partie Nice. Il y a eu une création très intéressante
qui s'appelle Il Magistrato della Sanità, qu'on traduit à tort un peu en français par le magistrat de santé, qui fait croire que c'était un personnage, c'était un collège, une assemblée au plus haut niveau, puisque son secrétaire était nommé par Turin, qu'il y avait également 2 représentants du Sénat de Nice, 2 assesseurs et ce qu'on va appeler un proto-médica. De ce Magistrato della Sanità dépendait l'organisation de la santé publique. Il était l'ancêtre de notre DAS, Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, et de lui dépendaient les billets de santé qui étaient délivrés aux bateaux pour qu'ils puissent rentrer dans les ports de Nice, Menton ou Villefranche. Vous savez qu'on s'était aperçu que beaucoup d'épidémies, en particulier les épidémies de peste qui avaient ravagé Marseille, la dernière c'est 1758, étaient importées par des bateaux en provenance d'Orient ou en provenance du Maghreb. Donc tout bateau devait nécessairement avoir un billet de santé pour pouvoir commercer dans les ports niçois. S'il ne l'avait pas, on soumettait son équipage au régime du lazaret, c'est-à-dire la quarantaine, et il y avait un lazaret à Nice qui se situe à l'emplacement du bain de la Réserve à l'heure actuelle, et uniquement à l'issue de ce séjour, on délivrait le billet de santé. Également, en temps d'épidémie, de ce Magistrato della Sanità dépendait l'organisation des cordons sanitaires, et ils avaient même droit de mort sur les gens qui auraient pu violer les règlements d'enfermement ou de cordons de santé. On sait que ça s'est passé dans le village de Comte, où un paysan n'a pas cru devoir obtempérer aux ordres militaires. Il a été abattu sur place. En même temps que ce Magistrato della Sanità, il y avait un médecin. Il n'y avait pas que des médecins au sein de la magistrature de santé. Il y avait un médecin qui prenait le titre de proto-médica. Pierre Richelmy, dont j'ai l'ouvrage sous les yeux ici, a été ce proto-médecin pendant une quinzaine d'années, ce qui lui a donné l'occasion d'observer les épidémies de choléra qui malheureusement ont ravagé Nice au XIXe siècle. Il n'y a plus de peste, il y a eu 4 ou 5 épidémies de choléra. En fait, c'était plutôt une endémie locale. La première, en 1832, les corps constitués municipaux ont eu tellement peur qu'ils ont fait le vœu de bâtir une église à la Vierge Marie si l'épidémie cessait. En 1835, ils avaient dû oublier un petit peu leurs vœux et l'épidémie a été encore plus importante. Et on a parlé de 250 morts pour la seule agglomération niçoise qui, à l'époque, ne faisait que 17 000 habitants en tout. Et l'église a été érigée après un premier projet sur l'actuelle place Masséna. C'est l'actuelle église du Vœu qui a été érigée par la suite. Je crois que les travaux ont été terminés dans les années 1850. Il y a eu encore 2 autres épidémies de choléra avant la réunion de Nice à la France, et une dernière après la réunion en 1865. Elle a affecté surtout l'ouest du département, mais quand même en 3 mois il y a eu 150 morts. Donc ce besoin d'hygiène qui apparaît dans tous les pays d'Europe au XIXe siècle se concrétise à Nice par l'érection d'un hôpital qui à l'époque pouvait passer pour un des plus modernes d'Europe, parce qu'il répondait à tous les canons d'hygiène de l'époque. C'est l'hôpital Saint-Roch. L'hôpital Saint-Roch, vous le savez, depuis le XVIe siècle, la titulature des hôpitaux niçois est dédiée à Saint-Roch. Elle avait été d'abord à Saint-Éloi, mais l'hôpital Saint-Roch a beaucoup déménagé au cours des siècles. Il a été initialement sur l'actuelle place Saint-François, puis il a occupé l'emplacement de la maison Maugiot sur l'actuelle cour Saléya. Pendant la Révolution et l'Empire, il a été déménagé dans les locaux de l'ancien séminaire et qui actuellement sont occupés par la mairie de Nice, rue de la Terrasse. Mais à la suite justement de l'épidémie de choléra de 1835, le besoin d'un véritable hôpital moderne répondant à toutes les normes d'hygiène se faisait fortement sentir, et on a érigé un hôpital en pleine campagne. Je sais bien que ça fait rire quand à l'heure actuelle je dis que l'hôpital Saint-Roch était érigé en pleine campagne, alors que son principal problème à l'heure actuelle c'est d'être justement en pleine ville, mais on l'avait quand même érigé sur le legs d'Effly, dans le quartier alors appelé de l'Empeirat, actuellement le boulevard Carabassel.
Il répondait donc à toutes les notions d'hygiène puisqu'il était à l'extérieur de la ville et que les éventuelles épidémies se déclarant dans la population ne pouvaient pas trop passer aux patients. De la même façon, les patients ne pouvaient pas trop transmettre leurs épidémies, d'autant qu'on avait fait un effort particulier pour isoler du point de vue hydrique l'hôpital. Vous savez que le choléra en particulier et beaucoup de maladies se propageaient par les eaux usées et par les puits, puisqu'il y avait très peu de sources dans la région niçoise. Et bien là, on a fait l'effort d'amener de l'eau de Cimiez à l'hôpital Saint-Roch et de traiter par fosse septique les eaux usées. En même temps, on a érigé des salles qui étaient grandes et très bien aérées, s'ouvrant sur le soleil. Et en même temps également, on a fait cette innovation grâce à l'architecte Vernier qui a copié le modèle du cloître des Santi Innocenti de Florence. On a fait cette merveilleuse galerie intérieure dont d'ailleurs la qualité architecturale n'est pas à noter, n'est pas à rejeter, toujours à noter. Voilà pour cet hôpital Saint-Roch. Il n'était pas le seul organisme de santé à Nice. Il y avait également les Pénitents Blancs qui avaient un hôpital. C'est l'actuel hôpital de la Sainte-Croix. Il n'est plus en service à l'heure actuelle, mais les Pénitents Blancs l'ont remplacé par une maison de retraite. Il a été en service jusqu'en 1975, puisque moi-même, sous l'égide du professeur Lebas, j'y ai travaillé. Les Pénitents Blancs avaient fait le même effort que la municipalité d'hygiène et de salubrité, en exilant en quelque sorte leur hôpital à la campagne. Là aussi, ça fait un peu rigoler quand on dit qu'un hôpital était à la campagne alors qu'il était à peu près à mi-parcours de l'actuelle avenue de la République. Il y avait un troisième établissement, mais qui était plus un établissement d'une maison de retraite, nous dirions maintenant, que réellement un hôpital. C'était l'hôpital de la Charité, lui aussi à la campagne, puisqu'il était situé sur l'emplacement actuel de Nice Étoile, qui était autrefois le parking de la Charité et l'immeuble de la Charité. Il recevait surtout des familles nécessiteuses et éventuellement pouvait fournir des locaux artisanaux à des artisans démunis. Dans cet hôpital Saint-Roch, il y avait, chose qui malheureusement a disparu pendant quelque temps à Nice et puis qui a repris par la suite, dans cet hôpital fonctionnait une école de médecine qui chaque année dispensait l'enseignement médical à une dizaine d'élèves. Le cursus se situait sur 3 ans. Pour y rentrer, il fallait fournir quelques notions de morale, des certificats de bonne conduite religieuse en particulier, que la religion est inséparable de la politique à cette époque-là. Mais sur 3 ans, il recevait un bel enseignement théorique et pratique d'anatomie, avec des dissections qui avaient lieu dans l'hôpital Saint-Roch, un enseignement d'anatomie, de physiologie, de botanique, d'hygiène bien sûr, et quelques premiers cours pratiques de chirurgie et de soins aux plaies. Ensuite, les étudiants devaient forcément aller poursuivre leur cursus à Turin, où ils avaient encore 2 années de pratique. Ils étaient alors obligés de revenir s'établir dans la région qui les avait vus naître, dans le comté de Nice, sauf s'ils avaient la possibilité d'accéder à Turin au Collège des Nations, et là ils acquéraient un doctorat en médecine plus coté qui leur donnait le droit de s'établir dans la totalité des États sardes et même sans doute en France, puisque certains l'ont fait. Cet hôpital, cette école de médecine donc donnait des cours pratiques à l'hôpital Saint-Roch bien sûr, et suivait les cours théoriques probablement là où nous sommes, c'est-à-dire sur l'emplacement de l'ancien couvent des Augustins d'Échaud, devenu couvent des Jésuites et devenu lycée Masséna à l'heure actuelle. D'ailleurs, aux alentours de cette école, en quelque sorte comme des satellites de cette école, on trouve les 2 noms niçois les plus célèbres de médecins, Ignace Del Valle, qui a eu la direction de cette école, et c'est curieux, l'autre médecin s'appelle Pierre Richelmy, dont j'ai l'ouvrage ici même. Ils sont certainement les 2 médecins les plus connus de la région avant le rattachement de Nice à la France. L'un est mort en 1840 et l'autre en 1850. Ils sont donc strictement contemporains, mais c'est très amusant. Ils sont nés tous les 2 dans la région niçoise, mais c'est très amusant parce que Del Valle fera ses études entièrement à Turin, reviendra s'établir à Nice et prendra la direction de l'école de médecine. Il sera chirurgien. Pendant les guerres de l'Empire et de la Révolution, il fera la guerre du côté sarde.
Pierre Richelmy, lui, fait ses études initiales dans cette école de médecine dont je viens de parler. Il va terminer ses études à Turin. Il revient s'installer à Menton, d'abord à Nice ensuite, mais il fera les guerres de la Révolution et de l'Empire dans les rangs français. Il reviendra médecin, mais il ne sera jamais directeur de cette école de médecine. Il n'y enseignera probablement pas. Il a été sans doute très occupé par ses fonctions de proto-médicat de santé, ce qui lui donnait un droit de regard sur toutes les denrées consommables à Nice. Ces deux médecins, Ignace Delval est un chirurgien. Alors là aussi, ça met toujours un peu mal à l'aise les gens qui ne savent pas que l'on puisse parler de chirurgie au XIXe siècle. On croit toujours que la chirurgie n'a démarré qu'avec les ouvertures du péritoine au XXe siècle, au tout début du XXe siècle. Eh bien non, l'hygiène avait permis de faire une chirurgie de grande qualité, une chirurgie qui bien sûr se restreignait au parage de plaies, au bandage de plaies, mais surtout à la désinfection soigneuse des plaies avec élimination de tous les matériaux nécrotiques et également, chose sur laquelle Ignace Delval a écrit un livre, la réduction des fractures. Dans une population qui était à 80% rurale et ce qui n'était pas rural faisait les délicats métiers d'artisan où on pouvait toujours se planter un clou dans la main ou tomber d'une échelle, on en voit ô combien d'exemples à Laguet. Eh bien, les soins d'un excellent chirurgien rompu à toutes les pratiques d'asepsie et d'hygiène étaient largement nécessaires. Une petite parenthèse, ces chirurgiens étaient de très grande qualité, connaissaient parfaitement l'anatomie, étaient rompus à la dissection des cadavres qui était possible à Nice, uniquement en hiver, parce que l'été, on pensait que les miasmes étaient délétères, ce qui était vrai. Ne se sont attaqués au grand ventre, à la chirurgie péritonéale, que lorsqu'on a mis au point l'analgésie et l'anesthésie, ils n'auraient pas pu s'attaquer à des appendicites aigus, à des cholécystites aigus, voire à mieux à ce moment-là. Et notons qu'ils avaient également une activité d'obstétricien, surtout lorsqu'il y avait des accouchements difficiles. Voilà pour Ignace Delval, qui a été pendant 10 ans doyen, directeur de cette école de médecine niçoise. L'autre médecin, Pierre Richelmy, était un médecin connu dans l'Europe entière. Il a écrit des ouvrages, M. Castella vient de m'en montrer un, il a écrit des ouvrages de cliniciens. Vous savez qu'à l'époque, hormis l'hygiène, on n'a pas beaucoup de médicaments efficaces, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'antalgiques, il n'y a pas d'antituberculeux, les maladies, on les soigne uniquement par des bons soins, par de l'hygiène, en essayant de faire en sorte que le patient souffre le moins possible, mais on s'est attaché à décrire les maladies, ce qui fait que lorsque nous avons eu des moyens efficaces, eh bien on a pu les appliquer tout de suite parce qu'on connaissait très bien ces maladies. Il a écrit un premier ouvrage sur les calculs biliaires, un deuxième ouvrage sur le choléra, et on sait qu'il était très affecté par ces épidémies de choléra, 5 qui se déclenchaient régulièrement dans les Alpes-Maritimes, et que son principal correspondant en Europe était le professeur Proust, le père de Marcel Proust, qui lui-même était professeur de médecine et avait écrit plusieurs ouvrages justement sur ce choléra qu'on appelait à l'époque le choléra morbus. Pierre Richelmy s'est surtout fait connaître par un ouvrage édité à Paris sur les agréments et l'utilité du climat de Nice dans le traitement des affections. Il se livre là à un travail d'hygiéniste et d'épidémiologiste absolument extraordinaire, puisqu'il publie même des tableaux suivant les différents villages de la région, suivant les différentes périodes de l'année, des tableaux d'ensoleillement, des tableaux de régime des vents, des tableaux d'hygrométrie, des tableaux de température de l'air et de l'eau, pour aboutir à la conclusion que le meilleur climat dans cette affection que tout le monde redoutait et que personne ne connaissait à l'époque, qui était la phtisie, notre actuelle tuberculose, eh bien Nice était bien plus efficace que Palerme, réputée trop chaude, que Florence, réputée avec trop d'humidité, que Venise, qui en avait encore plus, et que vraiment la meilleure ville pour soigner sa tuberculose à l'époque, on disait la phtisie, était Nice. Je pense que bien des gens l'ont écouté, parce que cet ouvrage édité en 1822 a eu un retentissement extraordinaire, et que c'est sans doute en grande partie pour cela que bien des poitrinaires, comme on disait, de l'Europe centrale, de l'Angleterre et de la Russie sont venus passer l'hiver à Nice, réputé pour la douceur de son climat. J'ai fait un lapsus en disant l'été, je crois que c'est lui qui a également dans cet ouvrage tordu le cou à un mythe qui était très
présent à l'époque en Europe, c'est que comme Nice, tout le monde le savait, avait un climat hivernal extraordinaire, chaud, ensoleillé, la journée que nous traversons aujourd'hui est là pour le prouver, et bien qu'en été, le climat devait être absolument torride. On disait même africain. J'ai eu entre les mains un ouvrage où on disait que le climat de Nice, il n'y avait que les indigènes pour le supporter en été. Eh bien, Pierre Richelmy a montré qu'il n'en était rien, qu'en été, bien sûr, il fait plus chaud qu'en hiver, mais que la température était tout à fait supportable et que rares étaient les journées où l'on dépassait une moyenne de 30 degrés et que les records de température, d'ailleurs c'est encore d'observation quotidienne, en été, même dans les étés chauds, tous les étés sont exceptionnels, a dit Edmond Rostand. Et bien même en été, les records de température, ce n'est jamais à Nice, c'est dans l'arrière-pays provençal ou dans l'arrière-pays occitan, dans la région de Toulouse, c'est exceptionnellement à Nice. Avant de terminer sur les médecins, j'ai terminé sur les médecins plutôt, il est impossible de clore ce chapitre, justement où j'ai parlé de l'école de médecine, sans parler de deux grands savants qui n'étaient pas médecins, c'était des naturalistes, des gens qui s'intéressaient aux sciences naturelles et qui ont beaucoup illustré Nice à cette époque-là. C'était Antoine Risso, mort en 1820, mort et né à Nice, qui a fait toutes ses études à Nice, qui était pharmacien dans l'actuelle rue de la Préfecture et qui s'est attaché à décrire énormément de choses sur les sciences naturelles à Nice, les plantes, les oiseaux, les champignons, mais c'est surtout dans le domaine de l'ichtyologie, de la science des poissons qu'il s'est le plus étendu. Et comme il n'arrêtait pas de décrire des espèces nouvelles, eh bien il a été un peu pris de court pour trouver des mots pour leur adjoindre et il a eu l'idée de donner à ces poissons des noms de personnalités célèbres niçoises, c'est-à-dire que nous avons encore, c'est toujours dans la nomenclature officielle des poissons, un céphaloptère Masséna, une murène Cassini et un gombre Giuffredo. Ce n'est que des exemples, il y en a une quinzaine comme ça. Il a même latinisé quelques noms purement niçois, comme le Gobius, à mon avis. En latin, ça n'existe pas, c'est tout simplement une variété de gobe, comme on dit à Nice. Il a eu un élève en la personne de Jean-Baptiste Vérani. Jean-Baptiste Vérani qui lui a surtout travaillé sur les mollusques et particulièrement les céphalopodes. Il y a des reproductions extraordinaires conservées à l'actuel musée Barlac, qui d'ailleurs a été fondé par Jean-Baptiste Vérani. Ils avaient sous leurs ordres, Risso et Vérani, un aquarelliste d'extraordinaire renom qui s'appelait Vincent Fossat et qui les a beaucoup aidés à colorier, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'imprimerie en couleur, il fallait colorier à la main les impressions en noir et blanc. Et Vincent Fossat a fait un travail absolument remarquable qui, à propos d'une exposition, a été noté. Un dernier grand savant niçois, Jean-Baptiste Barla, qui est un petit peu plus tardif puisqu'il meurt en 1880. Il habitait pas très loin d'ici, il habitait sur la place Garibaldi et c'est lui qui a fait aménager les locaux de l'histoire, du musée d'histoire naturelle actuel dans des locaux qui lui appartenaient, boulevard Risso actuel. Et Jean-Baptiste Barla, lui, a surtout travaillé sur les champignons, toujours aidé par M. Fossat, et les orchidées. Il a découvert que sur les 450 espèces d'orchidées recensées en France, toutes étaient présentes dans les Alpes-Maritimes, sauf 2, et une trentaine n'étaient présentes que dans les Alpes-Maritimes. Ce sont ce qu'on appelle des endémiques. Sa notoriété à Jean-Baptiste Barla a été telle que récemment, on a isolé une orchidée qui s'appelle, qui est très répandue, une des orchidées les plus répandues dans le pays niçois. On la voit fleurir par beau temps, par bel hiver, dès la fin janvier, qui était Orchis longibracteata et qui actuellement s'appelle Barlia longibracteata, c'est-à-dire qu'on a créé un genre d'orchidée qu'on a dédié à ce monsieur Barla pour saluer ses extraordinaires travaux sur les orchidées. Une dernière chose, je vous ai dit qu'il y avait eu cette école de médecine. Malheureusement, cette école de médecine a été supprimée en 1860, tout comme le Sénat de Nice et la Cour d'appel de Nice. Mais contrairement à la Cour d'appel, Nice a récupéré cette école de médecine. Elle avait été supprimée au prétexte
qu'elle ne s'intégrait pas dans le système universitaire français. Pendant des années, les jeunes carabins ont dû aller faire leurs études à Marseille, à Montpellier ou ailleurs, et c'était surtout à Marseille qu'ils allaient, les Niçois. Et finalement, en 1968, grâce à la ténacité du professeur Bourgeon, l'école de médecine a pu renaître, et j'ai eu la fierté de faire partie de la deuxième promotion. C'est assez amusant parce que quelques années plus tard, le professeur Bourgeon a cédé la place à un doyen de très grande envergure, dont tout le monde se souvient, le professeur Richelme. C'est assez amusant, la permanence des noms, puisqu'il a exactement le même nom que le médecin du 19e siècle, le plus célèbre. Lors du grand mouvement d'espérance libérale qui affecte l'Europe en 1848 et que l'on appelle le printemps des peuples, Charles Albert finit par octroyer à ces peuples le Statuto. En 1849, Statuto qui donne davantage d'autonomie aux diverses provinces. Le peuple du comté de Nice en sera reconnaissant à son souverain et continuera à commémorer la date de la promulgation du Statuto bien après être devenu français. En 1849, la bataille de Novare a des conséquences décisives. Les troupes piémontaises où figurent de nombreux contingents du comté ne peuvent vaincre l'armée autrichienne. Le Piémont devra alors trouver une puissante armée alliée capable d'aider son armée pour conquérir la Lombardie. Charles Albert se tourne naturellement vers la France de Napoléon III. L'empereur et le ministre turinois Cavour mettent au point en secret l'intervention française. Le comté de Nice est ainsi pris dans une destinée qu'il ne maîtrise pas. Alors, au début de l'année 1860, les tractations entre les souverains de Piémont-Sardaigne et la France ont été mises en place et le destin du comté de Nice va complètement changer. Il a été conclu un accord secret entre les deux parties, l'aide d'une part de la France pour conquérir et se battre contre les Autrichiens, et de l'autre côté, la France récupérerait la Savoie et le comté de Nice. En effet, Napoléon III tient un peu à avoir des frontières naturelles au sud-est de la France et donc aimerait bien récupérer le comté de Nice. Lorsqu'il s'agit de passer à l'officialisation de ces accords, on assiste à des opérations de vote qui, vues de nos jours, semblent quand même assez particulières. De nos jours, on dirait que le vote est orienté. Un des faits les plus marquants, c'est la prise de position de l'Église. L'Église, par l'intermédiaire de la papauté et de l'évêque de Nice, Jean-Pierre Sola, que les Niçois, par dérision, appelaient Pietro Sola, tous les ecclésiastiques vont prendre position. Il y a une lettre de l'évêque demandant au curé de lire en chaire la déclaration demandant de voter oui au référendum. Par ailleurs, les troupes françaises, sous prétexte qu'elles ont aidé la maison de Piémont-Sardaigne au cours des batailles de Magenta et de Solferino, les troupes françaises sont présentes à Nice. On assiste donc à des opérations de vote en présence d'une armée étrangère qui se trouve par exemple à la caserne Rusca qui campe à Nice. De plus, les gendarmes français surveillent les bureaux de vote où, entre parenthèses, n'existe pas de bulletin non. Il faut que ceux qui sont opposés à l'annexion, car c'est le terme juridique qui a été employé à l'époque, ceux qui sont contre l'annexion doivent eux-mêmes faire leur bulletin en marquant non sous la surveillance des gens qui tiennent le bureau de vote. Inutile de dire qu'à cette époque où la pratique de la lecture et de l'écriture courante est très peu répandue, il y aura très peu de bulletins non. Et finalement,
on peut dire que, compte tenu des listes électorales qui avaient été faites très rapidement, peut-être trop rapidement, de la présence des troupes étrangères, des gendarmes français, de la prise de position du clergé, on peut dire que le oui devait l'emporter, et il l'emportera. Viva, viva.